développement des actes islamophobes et que nous sommes dans une période historique dans laquelle les médias jouent un rôle de déformation particulièrement important, dans lequel le savoir, pour reprendre un vieux slogan des milieux populaires, le savoir est une arme et que nous avons besoin de créer des espaces dans lesquels on s'auto-éduque, dans lesquels on apprend ensemble pour pouvoir répondre à cette offensive. Quelques mots sur notre contexte pour bien saisir ce qui s'est joué de janvier à aujourd'hui en France, mais on pourrait le resituer de manière plus large dans toute l'Europe. Il faut prendre la mesure de la période historique qui est la nôtre, qui est une période historique que vous avez tous, dont vous connaissez les éléments. Ça fait au moins une vingtaine d'années qu'il n'y a pas une année, qu'il n'y a pas une demi-année sans que l'on nous annonce une nouvelle guerre. Une guerre qu'il faut faire parce qu'il y aurait des populations opprimées, parce qu'il y aurait des dictateurs qu'il faut virer, parce qu'il y aurait des femmes qui seraient opprimées, qu'il faut les défendre, parce qu'il y aurait des minorités culturelles. Vous aurez repéré que sur toutes ces guerres, on en parle dans les médias beaucoup à un moment, et puis quelques mois après, on n'en parle plus. Surtout, on ne va pas regarder ce qui se passe après ces guerres, puisque le véritable bilan d'une guerre, c'est le résultat, et le résultat, c'est la destruction de civilisations entières, c'est la destruction de pays, c'est des pays mis à plein, c'est des morts d'enfants et de familles entières. Bref, on a rarement connu, pour monter à très loin, pour connaître une période dans laquelle il y a une offensive aussi importante. Ça n'est pas le fait du hasard. Ça n'est pas le fait du hasard. C'est simplement le reflet de ce qui se joue dans ce monde depuis la fin des équilibres de la Seconde Guerre mondiale, issus de la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, vous aviez les USA et l'URSS, et il y a une dimension d'équilibre. Avec la fin de l'URSS, un certain nombre de classes dominantes, un certain nombre de pouvoirs dans les grands pays impérialistes ont considéré qu'ils pouvaient tenter de reprendre tout ce qu'ils avaient perdu du fait de la lutte des peuples. Je vous rappelle, les luttes de libération nationale ont permis la fin du colonialisme, mais aussi un minimum d'amélioration dans les pays du Sud. Et ils se sont dit, maintenant qu'il n'y a plus rien en face, c'est possible de tout reconquérir. Et pour cela, eh bien, il fallait accéder à deux choses. Premièrement, le pétrole et le gaz. Si vous regardez la géographie des guerres, vous apercevrez qu'en mettant à côté la carte du pétrole et du gaz, que ça ressemble étrangement. Secondo, les minerais stratégiques. Ce qu'on appelle minerais stratégiques, c'est un certain nombre de minerais qui sont essentiels dans les industries contemporaines. Vous regardez les guerres en Afrique, vous verrez la carte des minerais stratégiques. Ça n'est pas hasard que ce soit le Moyen-Orient d'un côté et l'Afrique d'autre part. Ce sont deux continents qui, les puissances qui les maîtriseront, seront des puissances qui seront gagnantes par rapport à leurs concurrents. Et donc il y a une guerre ouverte sur le contrôle de ces matières premières, mais bien entendu, comme on ne peut pas dire au peuple de France, on va pour le pétrole, comme on ne peut pas dire on y va pour le minerai stratégique, on nous dit on y va pour éliminer un dictateur, on y va pour libérer les femmes, on y va pour libérer une minorité, etc. Et donc ce scénario se reproduit. Et c'est dans ce cadre-là que, c'est dans ce contexte-là qu'arrivent les événements de janvier, les drames de janvier, mais surtout ce qui s'est passé après. Parce qu'il faut distinguer la question des attentats que nous vivons en janvier de comment ça a été instrumentalisé, manipulé, comment on a eu un pouvoir qui était à bout de souffle, Hollande, qui était à bout de souffle, qui s'est dit à la une aubaine pour masquer les difficultés de la société française et pour mettre en avant la fameuse idée d'unité nationale. Le fameux esprit du 11 janvier, c'est-à-dire une instrumentalisation de l'émotion. C'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Il y avait une émotion sincère dans ce pays, mais on l'a canalisée dans une certaine direction, et pas n'importe quelle direction. Ça a été de la canaliser pour montrer que la société française était en danger face à un ennemi, et là les gens se sont lâchés. Quand je dis les gens, un certain nombre de leaders d'opinion, de journalistes, se sont lâchés, qui menaçaient la France. Eh bien, vous avez vu, comme moi, dans les médias, on a eu le droit à tout et à n'importe quoi.
C'était les musulmans qui étaient désignés, mais on rajoutait à chaque fois sans faire d'amalgame. Le simple fait qu'on rajoute sans faire d'amalgame à chaque fois, ça soulignait qu'il y avait bien un ennemi, et c'était le musulman. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le même jour où on invoquait, on prononçait le mot esprit du 11 janvier à l'Assemblée nationale, où Manuel Valls le prononçait, ce même jour-là, à 3/4 d'heure d'intervalle, ils n'ont même pas eu la pudeur d'attendre le lendemain. Ils faisaient voter la poursuite de la guerre en Syrie et en Irak. C'est-à-dire que l'esprit du 11 janvier a permis de légitimer qu'on allait continuer à intervenir. Mais ça s'est de nouveau pas arrêté là. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé ensuite dans les écoles. On disait aux enseignants, il faut faire parler les élèves sur je suis Charlie, je suis pas Charlie, l'esprit du 11 janvier, etc. Liberté d'expression, il faut que les élèves s'expriment. Mais on disait en même temps, il faut faire remonter tous les signes de radicalisation, tous les jeunes qui nous disent je suis pas Charlie. Et on a eu dans ce pays quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs dizaines d'années, qui étaient des enfants convoqués au commissariat, qui ont été dénoncés par leurs enseignants. C'est ça la réalité. Alors on a beau nous dire après que sans amalgame, ne pas faire d'amalgame, n'empêche qu'il y a des enfants de 8 ans qui ont été convoqués parce qu'ils ne voulaient pas être Charlie, ou parce qu'ils disaient ne pas être Charlie. Plus grave, dans la foulée de cette habitude, on nous a habitués, on peut s'attaquer à des enfants maintenant, sans que ça provoque de grande colère dans la société, parce qu'il y a eu ce matraquage médiatique, etc. Dans la foulée, là vous le savez, on a mis au vote, on a enclenché une loi sur les renseignements qui diminue les sécurités et les libertés d'un certain nombre de personnes. En réalité, derrière, ça a été dit très clairement par Valls, si vous voulez plus de sécurité, il faut accepter d'abandonner quelques libertés. Ça, il s'agit de créer la soumission volontaire, que les gens eux-mêmes disent « Ok, on abandonne nos libertés, ok, vous pouvez contrôler nos mails, ok, vous pouvez vendre l'abandon des libertés pour avoir plus de sécurité », eh bien c'est malheureusement une vieille ficelle qu'on connaît. Dans le même temps, on a de nouveau relancé le débat sur les lois sur l'immigration. Quel rapport entre l'immigration et ce qui s'est passé en janvier? Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que les attentats de janvier? Je vais être un peu provocateur. Des Français tuent d'autres Français en France. À moins de nous dire que ce n'est pas des vrais Français. Et c'était peut-être ça qu'il y avait derrière. Et donc, on ne voit pas en quoi une loi sur l'immigration a quelque chose à voir, quand bien même on voudrait répondre à la question des attentats. Mais en réalité, la vraie question est une question, si on veut bien saisir ce qui s'est joué, et si on veut se poser des vraies questions, eh bien il faut se poser une question de méthode. Permettez-moi de prendre 30 secondes ma casquette de sociologue. Lorsqu'on aborde une question, on ne peut pas se poser simplement un des aspects de la question. Exemple, si je veux comprendre cette dimension-là, je ne peux pas me poser comme question qui manipule ces jeunes. Je dois poser l'autre côté de la question. Pourquoi des jeunes en arrivent-ils à les écouter? Or, cette seconde partie de la question, qui nous concerne en tant que parents, il n'y a aucun parent qui veut que son enfant aille se faire sauter ou aille pour une cause abstraite comme celle-là. Et donc, c'est ce que j'appelle la question de la demande. Or, on a eu un silence complet. Personne ne veut comprendre pourquoi une extrême minorité de nos jeunes sont tellement désespérés qu'ils peuvent écouter des voyous. C'est ça la véritable question. Et ça, on ne peut pas la poser. Moi, je vous dis tout de suite, on aura beau, vous pouvez surveiller tout ce que vous voulez, si on ne se pose pas la question de pourquoi un jeune qui devrait penser à faire sa vie, qui devrait penser à être heureux, qui devrait penser à son avenir, en arrive à se dire je vais me faire sauter par un attentat ou je vais aller faire un attentat dans la société française, si on ne se pose pas cette question, eh bien on n'arrivera pas à comprendre. Et en tant que parents, nous avons à comprendre pourquoi quelques-uns de nos jeunes en arrivent à ça, je dis bien quelques-uns, parce qu'ils sont bien entendu extrêmement minoritaires. Et bien pour comprendre ça, il faut regarder ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Il faut avoir le courage entre nous de regarder ce qui se passe dans nos quartiers populaires, même si c'est manipulé après par le gouvernement. Nous vivons depuis 30 ans une situation qu'on n'a jamais connue en termes de paupérisation. On est à Roubaix, vous savez ce que c'est? Il suffit de regarder autour de nous. Ça craque. Le tissu social est en train de craquer.
On a poussé jusqu'au bout la pauvreté des personnes, et il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels la situation est devenue complètement dramatique. Secondo, c'est pas que la paupérisation, c'est aussi un second processus, qui est le processus de précarisation. Il y a des jeunes qui travaillent, mais ils travaillent 2 semaines par-ci, un intérim par-là, etc. Alors qu'est-ce que c'est que la précarisation quand ça touche un territoire entier, Lille-Roubaix et Tourcoing? C'est l'impossibilité de se projeter dans le futur. Je ne peux plus faire de projet, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a un troisième processus là-dessus. Parce que les 2 processus précédents, ça touche tout le monde, qu'on soit issu de l'immigration ou non. Mais il y a un troisième processus qui se rajoute, qui la touche les populations issues de l'immigration, qui est le processus de discrimination. Et ce processus de discrimination, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas traité en fonction de mes diplômes et en fonction de ma couleur, je ne suis pas traité en fonction de mes compétences mais en fonction de ma religion, je ne suis pas traité en fonction de ma démarche mais en fonction de mon origine, quand ce processus-là est massif, ben c'est particulièrement destructeur. Et on n'est pas sur un petit processus. Je le dis parce qu'il va falloir qu'on trouve les voies et moyens, collectivement, d'exiger qu'il y ait de véritables politiques de lutte contre les discriminations. Je vais vous donner juste un chiffre que je cite souvent. Je ne vais pas donner mes recherches à moi, qui ont quantifié les discriminations. Je vais vous donner, parce que moi on va me dire, c'est quelqu'un d'engagé, il bosse avec Michel Colomb, donc il n'est pas objectif. Donc je ne vais pas vous donner mes chiffres à moi, je vais vous donner les enquêtes d'un groupe extrêmement radical, le Bureau international du travail. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont radicaux, on ne peut pas dire que... L'enquête qu'a menée le BIT en France sur les discriminations en fonction de l'origine aboutit à la conclusion suivante. 4 employeurs sur 5 discriminent en fonction de l'origine. 4 sur 5, pas 1 sur 10, pas 1 sur 50. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose de massif, de systémique, de structurel. Les jeunes qui vivent ça, pour une partie d'entre eux, d'abord c'est extrêmement destructeur. Et les destructions, pourquoi on ne les voit pas beaucoup? Parce qu'on ne veut pas aller les voir, les médias ne veulent pas aller les voir. Ouvrez les portes des prisons. Comment se fait-il qu'il y a autant de Noirs et d'Arabes? Parce qu'il y a un gène de délinquance? Non, c'est le processus que je viens de décrire qui conduit à ça. Ouvrez la porte des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'on a une fragilité du cerveau quand on est arabe ou noir? Non. C'est ce processus vécu qui conduit à ça. Et pour une extrême minorité d'entre eux, oui, ça crée une disponibilité pour écouter des gens qui leur disent la solution, c'est de mettre une bombe, et donc il faut vraiment s'intéresser à ces dimensions-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un 4e processus qui est en jeu et qui est très dangereux, qui est un processus qui, en apparence, est invisible. On se dit, mais oui, c'est de la propagande simplement, mais ça fait beaucoup de dégâts, qui est le processus d'ethnicisation des questions sociales. C'est-à-dire que les médias nous habituent à expliquer les crises, les difficultés, les problèmes que l'on rencontre, non plus à partir d'explications économiques, sociales, politiques, non, on nous habitue à expliquer à partir de la culture des gens. Voilà. Il y aurait donc, dans la culture, je peux vous citer quelques exemples, hein, novembre 2005, ça vous rappelle quelque chose? La grande explosion des quartiers populaires. 400 quartiers pendant 21 jours. On aurait pu s'attendre que le gouvernement appelle tous les sociologues, les politologues, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Non, on n'a pas eu ça. On a eu des explications des ministres nous dire, dans la culture maghrébine et d'Afrique subsaharienne, il y a un rapport aux enfants qui les laisse jouer dans la rue. On a eu notre explication, c'est bien, ça ne permet pas de parler des inégalités, ça ne permet pas de parler de tout ce que j'ai dit auparavant. On nous a dit également, alors c'était encore plus fort, ça vient des Noirs. Parce qu'il y a la polygamie. Alors, pour vous donner les chiffres, hein, il y a 8000 familles polygames en France. 8000 familles qui peuvent faire exploser pendant 21 jours 400 quartiers, ils sont vraiment forts, quoi. Mais c'est passé dans les médias. Il y avait des débats sur la culture subsaharienne, etc. On nous a dit également, troisième explication, pour vous montrer qu'on nous amène à nous avertir, qu'on ne voit pas les vrais problèmes. Ça, c'est une explication par la culture, au lieu d'expliquer par l'économique, par le social, par le politique. On nous a dit également, c'est les intégristes dans les quartiers qui ne voulaient pas que la police rentre. Eh ben, mais moi, très franchement,
si j'étais un propagateur d'un islam politique radical, ben, je ne voudrais pas m'écarter. Je me ferais calme, discret, je me cacherais. Je ne serais pas sur cette dynamique-là. Et donc on voit bien que depuis maintenant près de plus de 20 ans, on a des explications qu'en sociologie on appelle culturalistes, pour ne pas poser les vraies explications. Mais qu'est-ce que ça produit tout ça? À force de désigner toujours la culture d'une partie de la population comme responsable des difficultés, des problèmes, etc., eh bien on nous habitue à regarder cette population comme étant la cause des difficultés. Et effectivement, ce qu'il y a de commun entre Noirs et Arabes dans ce pays, c'est quoi? Eh bien, c'est l'islam. Et ne nous étonnons pas que la forme contemporaine du racisme, ça soit l'islamophobie. Un des résultats de toute cette campagne après janvier, ça a été la multiplication des actes et agressions islamophobes. On a eu en 3 mois plus d'actes que pendant toute l'année précédente. Et depuis, chaque semaine, on a de nouveau ces dimensions-là qui sont mises en avant. Bref, à chaque fois que l'on construit une partie de la population comme danger, eh bien, on va avoir ce type de résultat. Mais il faut relier ce qui se passe ici avec les guerres. Qui a intérêt aujourd'hui à ce que l'on considère l'islam comme un danger en France? Qui a intérêt à ce que l'on considère les musulmans comme un danger? Les mêmes qui disent, en Syrie, en Irak, etc., le problème n'est pas économique, il est religieux. Or, nous savons bien, en Syrie, en Irak ou ailleurs, c'est l'accès aux ressources de matières premières qui est important. Le message qui reste, c'est votre problème, c'est les musulmans. C'est ça qui est important. Alors, vous allez me dire, ça ne touche pas que les musulmans. Oui, ça touche d'autres populations, mais qui vivent avec les mêmes difficultés, hein, qui ont les mêmes conséquences. Hein. Regardez ce que notre Premier ministre a dit sur les Roms. Il nous dit, les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer. Ça vous rappelle rien? Il y a quelques années, on disait, les Maghrébins, c'est pas comme les Portugais ou les Italiens. Eux, ils se sont intégrés. Mais les Maghrébins, ils ne veulent pas s'intégrer. Et donc, les Maghrébins n'ont pas vocation à s'intégrer. Mais surtout, essayez de faire la même phrase avec d'autres populations. Essayez de dire, les Juifs n'ont pas vocation à s'intégrer. Qu'est-ce que ça provoquerait dans notre pays? Mais ça va provoquer immédiatement une montée de bouclier, à juste titre. Sauf que cette révolte à juste titre sur cette phrase adressée aux Juifs, il faut se poser la question pourquoi elle ne choque pas quand on parle des Roms ou quand on parle des personnes issues d'immigration maghrébine ou des musulmans d'une manière plus large. Plus grave que ça, on essaye de construire médiatiquement l'idée. C'est la nouvelle attaque, il faut vous préparer à ça, elle existe déjà, mais c'est la nouvelle attaque qui se prépare. L'idée que dans ce pays, l'antisémitisme serait le fait des quartiers populaires. C'est ça le sous-ensemble de discours qui passe actuellement dans les médias. On a des textes qui sortent aujourd'hui qui alertent sur la montée d'un antisémitisme dans les quartiers populaires et dans les classes populaires. Et ça, c'est affiché sans se donner la peine de donner la moindre preuve. Or, on a des enquêtes qui sont menées. On a chaque année une commission officielle qui est la Commission consultative nationale des droits de l'homme, qui rend un rapport chaque année. Et qu'est-ce que nous dit ce rapport sur les 3 dernières années? J'ai été les consulter tous les 3. Eh bien, il n'y a pas plus d'actes antisémites dans les quartiers populaires que dans les autres catégories de la population. Il n'y a pas plus d'actes antisémites dans les populations issues d'immigration que dans les autres catégories de la population. Il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus. Et donc ce ciblage sur les quartiers populaires, c'est une manière de construire un ennemi de l'intérieur. Et ça se paye. Ça se paye dans les contrôles de police. Si j'ai l'impression que le jeune que je contrôle c'est un ennemi, c'est quelqu'un de dangereux, et bien je vais le contrôler d'une certaine manière. Et ça se paye aussi par des morts. Hein, les jeunes qui sont tués par la police, ça existe effectivement. Plus grave que ça, on a eu, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, très franchement j'ai été regardé pour voir si j'exagérais pas, j'ai regardé s'il n'y a pas eu d'autres déclarations auparavant, on a eu un délégué interministériel, le délégué interministériel à la lutte contre les discriminations, qui a annoncé publiquement que pour le gouvernement, eh bien, les racismes ne se valaient pas, qu'il y avait des racismes plus importants que d'autres,
que l'antisémitisme, c'était une cause qui méritait plus d'attention que les autres formes de racisme, et qui même refuse de prononcer le terme d'islamophobie, comme si je ne prononce pas le mot, ça va le faire disparaître, en disant qu'effectivement, c'est pas à la même hauteur, ça ne signifie pas la même chose. Alors ce que tout cela révèle, c'est que nous sommes en face aujourd'hui d'un État et de pays européens, et aux États-Unis également, qui sont dans une concurrence effrénée pour le contrôle des matières premières. Pour cela, ils ont besoin de créer des excuses pour intervenir. Et pour créer ces excuses, il faut diaboliser l'islam. Et en diabolisant l'islam, ça a des conséquences ici sur les populations issues de l'immigration. Et que si nous ne sommes pas capables dans les quartiers populaires, un, de nous faire notre propre point de vue, deux, de développer des espaces où on réfléchit ensemble, où on lit, où on apprend, où on ne laisse pas nos jeunes tout seuls face à la complexité de ce monde et face aux propagandes qui leur sont données, eh bien on va avoir, malheureusement, quelques-uns de nos jeunes qui vont être complètement paumés et qui ne vont rien comprendre à ce qui se passe. C'est notre responsabilité collective de nous organiser pour développer une éducation populaire à nous, pour développer des espaces dans lesquels on donne les véritables explications et pour ne pas laisser les médias faire l'éducation de nos enfants. Merci.